Bonjour, ici Stevie Ray et bienvenue à cette présentation de K-Marina Live. Une présentation spéciale sans contact, une édition en direct d'un studio, soit de Rive-Nord Extermination. Et comme vous le savez, nous sommes disponibles sur Facebook, sur K-Marina et K-Marina Flashback. Une belle émission aujourd'hui à l'ordre du jour. Notre deuxième invité est un homme qu'il vaut mieux ne pas fâcher puisqu'il a été plusieurs fois champion canadien en taekwondo. Il est bien connu du monde du sport, il dégage de bonne humeur. Nous serons en conversation avec Michel Labonté. Entre deux entrevues, nous irons rejoindre l'ami Roger Brulotte, qui est chez lui, confiné, pour parler de la scène sportive, comme à chaque semaine. Mais ma première invitée, c'est une femme aux multiples talents, et pour n'en nommer que quelques-uns, elle est chanteuse, productrice, auteure-compositrice, écrivaine et chroniqueuse et Miss Météo sur CJMS 1040. Mais aujourd'hui, elle est ici à titre d'entrepreneur, puisque présidente de son entreprise de cosmétiques qui porte son nom. Je vous présente la multidisciplinaire Annie Musetti di Calabria. Bonjour Annie. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? C'est la question si importante par les temps qui courent. Et comment tu vis la crise, toi? Honnêtement, je suis confinée comme tout le monde, Ouais. mais j'habite à côté de chez mes parents. Okay. On est des Italiens d'origine, fait qu'on Ouais. est proches avec mon fils, fait que je me sens pas seule, je vis pas la solitude. Oui, puis c'est à peu près le point le plus difficile, je crois, pour les gens. Donc, tu sais, mais c'est plate, là, c'est ennuyeux, mais ça se vit bien quand on n'est pas seul. C'est ça. Ouais. On ne peut bien évidemment pas survoler tous les domaines où tu excelles, parce qu'on serait ici pour une semaine. Mais moi, j'aimerais qu'on parle premièrement de musique, puisque tu as fait de très beaux vidéos qui sont disponibles. J'aimerais que tu nous parles de ça, donner les titres et où est-ce qu'on peut les visionner. Évidemment, il y a des vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube en tapant Annie Musetti ou Annie Musetti Fredette. Mais pas dit Calabria. Non, pas Di Calabria, Okay. ça c'est récent là, Okay. que j'ai appris que j'avais ce nom-là aussi. OK. Vous pouvez aussi aller sur SoundCloud, puis vous tapez dans la recherche Annie Musetti. OK. Et là, il y a plusieurs de mes titres, non seulement chantés, mais des titres aussi Movie Score, Ouais. que je compose aussi. Donc, Mais moi, j'ai vu tes vidéos. oui. C'est très bien. Merci. Tu as beaucoup de talent. Merci. Moi, je t'ai surnommé The Voice. Oui. On rit souvent à la blague. Comment tu te définis comme artiste musical? Ton style, puis ton approche? Mon style, je dirais que je suis très éclectique, mais je pense que l'électro-pop, Oui. c'est ce que je préfère. C'est là que tu es le plus à l'aise. Oui, et puis au niveau de la voix, ben c'est plutôt chanson française, mais en tout cas. Et en tant qu'artiste, quand je me définis, ben c'est vraiment, pour moi, c'est un exutoire écrire et chanter. Donc c'est important de ressentir ce que j'écris et ce que je livre comme prestation. Donc je pense que je suis une artiste intègre, Ouais. authentique, qui fait ça par amour de l'art et non pour des raisons qui sont peut-être pas les C'est bonnes. ça. Tu fais ça pour les bonnes raisons. Puis je pense que c'est le dénominateur commun de ceux qui ont du succès ou qui arrivent à faire un beau produit. C'est de faire ça pour les bonnes raisons. Qu'est-ce que tu me dirais à ce niveau-là? Ben c'est sûr que les gens qui veulent devenir des vedettes, Ouais. c'est vide de sens. Être une vedette, si on n'a rien fait d'extraordinaire pour le devenir, ben, c'est un feu de paille, puis ça s'en va, puis c'est vide. C'est Donc, ça. quand on est un artiste, on va beaucoup plus loin que ça dans notre réflexion. On veut être connu et reconnu Ouais. parce qu'on crée des choses, mais je pense que c'est important de faire ça d'abord et avant tout par passion, parce que c'est en nous, de toute façon. On peut pas... Il ne faut pas que ce soit une question d'ego. Non, Je pense c'est qu'on peut ça. résumer ça de L'ego, cette faut mettre- façon-là. oui, faut mettre ça- C'est peut-être dur à comprendre quand tu as 20 ans ou 25 ans, peut-être. Oui, j'imagine, mais même moi dans ces âges-là, parce que j'ai Ouais. 20 ans, 25 ans, Ouais. mais même dans ces âges-là, oui, j'aspirais à être connue, puis tout ça, mais pour vivre de mon art, mais je faisais Ouais. pas de l'art pour me faire dire « Ah, t'es Ouais, ouais, bien c'est ça. la plus merveilleuse. » Tu sais, non. Tu es depuis récemment chroniqueuse Miss Météo à CJMS 1040. Je t'en félicite. Merci. Et jusqu'à présent, qu'est-ce que tu dirais sur ton expérience? Parce que je sais que tu as ça dans le sang. Là. Oui, Ça, ben, je t'ai écouté, ça va bien, mais je veux dire, c'est un trip. Tu oui, aimes ça? c'est drôle parce que c'est Jocelyn Benoît qui anime une émission Ouais. à la CJMS au cœur du country. Ça a déjà été mon gérant et puis dans le fond il m'appelle l'autre jour et puis il me dit ça tenterait pas d'être Miss Météo, une nouvelle expérience. J'étais comme, il est-tu drôle, une nouvelle expérience Miss Ben Météo, tu sais, c'est trippant.
j'ai du fun. Ben oui. Vraiment beaucoup. Ça m'a ramené au fait que j'aime aussi les communications, l'animation, ces choses-là. Ben, ça va sûrement t'intéresser au point où tu deviendras peut-être chroniqueuse ici, à K-Marina ou à Bâton Rouge Live. Oui, c'est ça. Je pense qu'une expression colle à ta peau, réaliser ses rêves. Ah oui. Tu en as réalisé un autre, tu as ta propre compagnie de cosmétiques. Cette idée-là est venue quand? Est-ce que c'est depuis ta jeunesse, par exemple? Non, ben j'ai toujours dit qu'un jour j'aurais mon entreprise, je ne savais pas de quoi. Et puis dans mes dernières années, je me suis mise à triper beaucoup. Ben, j'ai toujours aimé les cosmétiques, mais plus fortement, j'ai suivi un cours de maquillage. Mais ça paraît que tu aimes ça. Ben oui. Ben, je pense que tu représentes bien ton produit. J'espère qu'il faut. Ben oui. C'est aussi, c'est important aussi. Mais c'est ça, fait qu'à un moment donné, je me suis dit, 1 + 1 = 2, je veux une entreprise. Et je tripe sur les cosmétiques. C'est ça. Je vais joindre les deux et c'est comme ça qu'est né Annie Musetti Cosmétiques. Qu'est-ce que tu dirais à un néophyte, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît rien là-dedans comme moi? Certaines personnes ont peut-être des préjugés sur l'industrie du cosmétique et qu'est-ce que ça représente pour les jeunes femmes, pour les femmes un peu plus vieilles, le cosmétique en général? Mais moi, ce que je dis souvent, c'est que le maquillage, bon, moi, mettons, il y a des journées, je le porte pour le style, tu sais, puis je l'assume comme ça. Mais le maquillage à la base, c'est fait pour rehausser ce qu'on est déjà au naturel. Oui. Donc, les gens ont des préjugés. C'est bien dit, ça. Pardon, j'ai des chats dans la cage. Parfois, les gens pensent que quand on vend des cosmétiques, on veut que les filles soient maquillées comme des clowns tout ça. Mais non, en fait, moi, ce que je veux, c'est que répondre aux besoins de chaque cliente. Et normalement, ben, le maquillage ne devrait servir qu'à rehausser ce qu'on a déjà de beau au naturel et non pas de dénaturer ce qu'on est là. Tu fais toutes sortes de choses, de belles choses. Quelle sphère d'activité te stimule le plus et est-ce que c'est de façon constante? Non. C'est à intervalles? Je veux dire, ça varie. Ça dépend, qu'est-ce qui se passe. Des fois, c'est à Annie Musetti Cosmétiques, là, il y a une vague de vente, de ça, là, je suis là-dedans à fond la caisse. Ensuite de ça, ben là, ça peut être un peu la chanson, même si c'est plus vraiment mon métier, là, mais là, il y a les communications qui reviennent tout à coup à moi. J'effectue un retour aux études bientôt en soins infirmiers. Oui, ben c'est ça qu'on était pour parler, là. C'est ça, donc tu sais, je suis multidisciplinaire, j'ai besoin de faire plusieurs choses dans la vie. Je suis une hyperactive au niveau carrière. Mais c'est sûr que tout ne me fait pas vibrer. De façon égale. Non. C'est ça. Puis c'est pour ça que j'aime ça aussi. Est-ce que toutes ces passions-là se sont rendues apparentes en même temps? Ben non. Évidemment pas, mais je veux dire, la dernière passion, c'est laquelle? Ben Annie Musetti Cosmétiques. OK. Oui, parce que ça fait 2 ans, 3 ans que tu es là-dedans? Que je suis là-dedans à monter l'entreprise, qu'on est qu'on vend, qu'on a 2 points de vente et tout ça, c'est récent. Mais tu sais, juste faire créer le maquillage, etc., c'est extrêmement, c'est long. Une autre étape de ta vie, une autre corde à ton arc s'en vient, et je t'en félicite parce que je pense que ça prend du courage par les temps qui courent. Tu t'engages maintenant dans les soins infirmiers. Oui. Pourquoi et qu'est-ce qui se passe? Bien, il faut savoir, sans rentrer dans les détails et dans le nanana, mais j'ai été malade dans le passé. J'ai eu le cancer à 3 reprises, moi, quand j'étais adolescente. Donc, j'ai côtoyé le domaine médical de très, très, très près. J'étais toujours à l'hôpital. Mes amis, c'était les infirmiers, les infirmières puis les médecins. Donc, je savais déjà à ce moment-là que je souhaitais de devenir infirmière un jour. Oui. Et là, c'est arrivé régulièrement que je disais, OK, là, j'y vais. Puis finalement, pour X, Y, Z raison, ça ne se faisait pas. Là, je suis rendue là. Puis c'est aussi pour avoir un métier stable, parce que tout le reste est instable et tributaire de plein de choses j'ai aucun pouvoir là-dessus. Donc, pour moi, avoir un métier que j'aime, qui est une vocation, mais qui est aussi plus stable au niveau... Mais comme je te le dis, je t'en félicite parce que c'est pas tout le monde par les temps qui courent qui irait là-dedans. Non. Avant d'y aller de la deuxième portion de notre entrevue, je vais y aller d'une allonge, si tu me permets, pour prendre une petite pause, parce que vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous avez compris que je parle de bébites. La solution, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Je vous donne le numéro de téléphone pour la solution et n'oubliez pas,
Plus vous attendez, plus le problème va s'agrandir, va s'aggraver. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Rive-Nord Extermination, la solution. Annie, en marge de la prochaine émission, je peux l'annoncer aux gens, on va avoir une belle émission de Bâton Rouge Live qui sera dédiée à la femme en 2020. J'aimerais faire un prélude avec toi pour la semaine prochaine en abordant ce thème justement avec toi, parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est ta franchise et ton ouverture d'esprit. Tu as mentionné à un moment donné, dans nos conversations hors d'onde, le mot dysmorphophobie. Oui. Te disant en souffrir. Oui. Avant de parler de cette maladie, est-ce que c'est ton rôle de femme dans cette société qui te rend comme ça? Non. OK. C'est totalement personnel. Je suis perfectionniste, pas envers les autres, OK. envers moi-même. Pas envers les autres? Non, OK. non, j'exige pas la perfection de qui que ce soit, OK. mais de moi-même, Ouais. je suis extrêmement critique, extrêmement OK. dure. Et ce qui fait que la dysmorphophobie, c'est un regard complètement désaxé sur ce qu'on est. T'sais, on peut se voir, ses parents avec l'anorexie, donc on peut se voir très grosse alors qu'on est très mince. Et d'autres fois pas belle, puis ainsi de suite. C'est ça, mais Ouais. c'est toute l'apparence physique et comme il y a une distorsion là, entre la réalité et ce Donc qui est, la dysmorphophobie serait la pointe aiguë du perfectionnisme. Non, je sais pas, je dirais pas jusqu'à dire ça, mais dans le fond, c'est parce qu'en fait, c'est une façon d'être constamment, comment je pourrais dire ça? Sous le spot. Ben, c'est que tu Par rapport à n'es soi-même. jamais satisfait ou satisfaite de toi. Ouais, ouais. C'est une insatisfaction qui dure et qui ne finit pas de pas finir. Donc, Ouais, ouais. c'est ça, mais je dirais pas que la dysmorphophobie a été causée par la société ou quoi que ce soit. Non, c'est moi. C'est mes propres critères à moi que j'ai dans ma tête qui font ça et non pas personne. Question suivante. Dans notre société d'aujourd'hui, en 2020, quel est le reproche fait le plus souvent aux hommes que feraient les femmes si elles pouvaient s'exprimer pour les hommes d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu me répondrais à ça? C'est une question que je vais poser la semaine prochaine à nos trois intervenants. Mais j'ai aimé ton visage parce qu'on en a discuté déjà. Ben oui, j'aime ça. Mais moi, je trouve qu'en 2020, et ça, je veux vraiment faire des généralités ici, là. Je ne dis pas que l'homme est parfait, mais je trouve qu'on est passé d'un extrême à l'autre. Ça, c'est bien dit. Avant, l'homme était celui qui avait le monopole du pouvoir, du droit de décider de ça, puis la femme était moins que rien. Je trouve qu'on est en train de verser vers ça, mais du côté de la femme. Oui, les rôles se sont inversés finalement, tranquillement, pas vite. Oui, je trouve. Parce qu'on va toujours d'un extrême à l'autre avant d'arriver au milieu. À ce qui paraît, mais c'est ça. Moi, j'ai l'impression que la femme, en 2020, il y a des choses encore qu'il faut travailler, l'équité salariale, patati patata, mais je veux dire, est-ce qu'on a vraiment à reprocher quelque chose de plus qu'avant aux hommes, ou si on ne devrait pas plutôt, les femmes en général, nous regarder, faire un peu d'introspection et voir, est-ce que je suis exigeante? Moi, par exemple, on a un mouvement, les femmes en courbe, c'est beau, puis oui, c'est vrai que c'est beau, puis tout ça, mais un homme, si on disait qu'un homme en courbe, c'est beau, on n'aurait pas le même. Ça ne serait pas des arcs-en-ciel. D'accord avec toi. Donc, je considère que la femme devrait se regarder un petit peu plus afin de justement trouver cet équilibre-là entre l'homme et la femme et non tout être dans un extrême. Là. Mais je vais te poser ma prochaine question parlant de la femme qui devrait se regarder. Certaines femmes se plaignant du comportement en relation des hommes se font prendre à leur propre jeu, je crois, en ayant une apparence très sexuée. C'est la première chose qu'elles montrent. Oui. Puis après ça, elles se plaignent du résultat. Ton avis là-dessus? Bien, c'est sûr que j'en vois, moi aussi, on en voit beaucoup sur Facebook. Sur les réseaux sociaux, des filles on peut pas dire si elles sont intelligentes, si elles sont drôles, si elles sont quoi que ce soit, parce que tout ce qu'on voit, c'est des photos à quatre pattes sur un lit en petite culotte. Je m'excuse, après ça vient pleurer que les garçons leur envoient des dick pics et qu'ils veulent juste du sexe. Donc, c'est sûr qu'on a une responsabilité en tant que femme. Ça ne veut pas dire pas peine de photos. Non. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'appliquer comme une grand-mère. Mais les photos sexy pour ton chum. Mais, tu sais, il y a comme être sensuel, mais sexuel, puis après ça, t'attends à ce que le gars te demande en mariage. Je pense que là,
Encore une fois, il faut faire un exercice de conscience et se dire comment j'agis. J'aimerais ça rencontrer un bon gars qui va vouloir, mettons, me marier, faire des enfants avec moi. Arrête de mettre des photos de toi à moitié tout nu dans ton lit en position. C'est ça. C'est ça. C'est dommage finalement. C'est triste parce que j'ai l'impression que ces femmes-là, ces filles-là, manquent énormément de confiance en elles aussi. Et se représentent comme des objets, peut-être ne le sachant même pas elles-mêmes. Oui, comme si c'était peut-être la seule façon qu'elles ont trouvé pour attirer l'attention des gars. Si on parlait maintenant de la violence verbale qui n'est pas reconnue, parce que nombre d'hommes vivent de la violence verbale à la maison, puis après une couple d'années, ça peut être vraiment néfaste. Les résultats sont très apparents. Ton commentaire là-dessus? Parce que c'est pas à sens unique. On voit les femmes, les mouvements contre la violence faite aux femmes, mais je connais quelques germaines qui défoncent leur mari ou leur conjoint à la maison depuis des années, et ça, ce n'est pas reconnu. C'est ça. Encore là, c'est un peu, ça revient à ce que je disais tantôt, on verse dans les extrêmes. Évidemment, on va être logique qu'un homme, c'est souvent plus fort qu'une femme physiquement. C'est ça. Donc, on va protéger la femme davantage parce qu'elle est plus fragile. Mais la violence verbale, voire la violence physique, est autant pratiquée par les femmes que par les hommes. Donc, quand tu dis, si tu me permets une parenthèse, quand tu dis elle est plus fragile, c'est plus physiquement. Parce que je pense que dans la tête, moralement, les femmes sont aussi fortes, sinon plus. Oui. Je veux dire, il y a bien des hommes qui vivraient un accouchement, puis ça serait long de s'en remettre. Oui, non, mais je veux dire, physiquement, tu sais, au niveau de la force physique, c'est en général, quoi qu'il y a des exceptions, mais tu sais, mais je trouve que de toute façon, que ce soit un homme qui est violent verbalement ou physiquement, ou une femme, c'est inacceptable. Donc, ça n'a aucune importance qui fait ça. C'est inacceptable, peu importe le sexe. Le temps nous presse. 2 dernières petites questions. Oui. Un commentaire sur les relations hommes-femmes d'aujourd'hui. Ben, c'est pas mal comme du fast-food. Ah, c'est ce que je pensais que tu étais pour me répondre. Oui. Moi, c'est du fast-food. Mais comment on peut faire pour revenir en arrière puis que ça change? Ben, je pense que justement, être exigeant, savoir ce qu'on veut, c'est une chose. Être exigeant, c'en est une autre. Je pense que de rentrer en relation avec une personne, c'est accepter qu'elle ne sera pas parfaite, qu'on n'est pas nous-mêmes parfaits et que il y aura du travail à faire, ce ne sera pas toujours magique avec des petits licornes. C'est ça. Puis c'est ça, la réalité d'un couple qui veut perdurer dans le temps. Mais maintenant, aussitôt qu'il y a une difficulté, paf, on laisse ça, puis on s'en va, puis on fait sa vie. Une dernière question, en 1 ou 2 phrases, en résumé. Être une femme en 2020, c'est quoi? C'est, oh mon Dieu, une femme en 2020, ben ce qui est le fun, c'est qu'on peut se permettre de rêver, on peut se permettre de vouloir réaliser des tonnes de choses parce qu'aujourd'hui c'est accessible grâce au féminisme, etc. Donc en 2020, tout est possible, tout est permis, je parle des bonnes choses, c'est ça. Mais je reviens à dire, ne versons pas dans l'extrême qui est pas le défaut qu'on a tous. Et en société, c'est ça qu'on fait. Annie, en terminant, j'aimerais qu'on plug ta compagnie de cosmétiques. Si les gens veulent se renseigner, on va sur ton Facebook, Annie Musetti di Calabria. Oui. Tout est là. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On a 2 points de vente. Donc, si vous avez des questions, vous allez sur la page Facebook Annie Musetti di Calabria. Oui. Vous venez m'écrire un message privé et moi, je vous réfère à mes points de vente. Ça va être plus simple parce que là, on est pressé dans le temps. Donc, vous venez vous me contactez finalement et ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Oui, elle est très sympathique, très chaleureuse. Je te remercie, Annie. Fort intéressant. On pourrait parler quelques jours. On va se reprendre. Merci beaucoup, Annie. Merci à toi, Steve. Je vous rappelle que nous sommes en direct d'un service essentiel, soit Rive-Nord Extermination. Maintenant, je vais vous parler d'un centre d'imagerie bien particulier, soit le centre Pixel. On le surnomme l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie et de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. Et c'est facile à localiser, c'est en face de la marina de Repentigny, soit au 351 Notre-Dame. C'est un service très professionnel. Je vous donne le numéro de téléphone immédiatement dans le 450, c'est le 654-9944. Pixel, l'incontournable. Maintenant, vous aimez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller. Et pour faire un retour dans le temps, disons que vous allez être en 1989 ou 1995, dès que vous entrez dans l'endroit, vous allez être reçu avec beaucoup de courtoisie et de professionnalisme. Allez voir Reynaldo au centre de liquidation audio usagé.
on aime bien dire vintage, un endroit comme on en voit peu. Beaucoup d'équipements sur place, la qualité est au rendez-vous pour du résidentiel, commercial. Vous ouvrez un bar, un restaurant, une boutique, c'est surprenant ce que vous allez trouver. L'adresse, c'est fort simple, 358 Notre-Dame à Repentigny, tout juste dans le complexe de la Marina. Et il y a un service de réparation qui est fait sur place. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-6849. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche. L'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, un endroit qui porte bien son nom. Une entreprise qui existe déjà depuis 23 ans, un très beau magasin, une bonne réputation. Encore là, c'est tout simplement numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. C'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Allez voir le propriétaire, un chic type, très sympathique, François. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Une petite pensée comme ça, si on est positif, la crise du corona n'est pas un problème, mais plutôt un défi. Et une des solutions, du moins un baume sur la situation, ce sont 3 mots, bien simples, qui font toute une différence. Comment ça va? Il n'y a pas d'excuse par les temps qui courent. Appelez quelqu'un, c'est fort important. Et c'est ce que nous allons faire pour la capsule La vie continue. Allons rejoindre notre collaborateur, Roger Brulotte. Bonjour, Roger. Hey, bon matin. Ça va bien? Très bien, vous autres, ça va bien? Ben oui, ça se passe bien, mon Roger. Mais aujourd'hui, en fait d'avoir parlé, je vais en faire une belle petite marche. Comme ça, je travaille sur un dossier de baseball. Appelle ça des collègues. Ah ben c'est bien. Avant de parler de baseball, on va y aller un petit peu avec de l'actualité, puis de l'actualité qui est peut-être un petit peu loufoque. Mike Tyson, semble-t-il, il s'est réinventé et voudrait revenir dans un ring. Jusqu'à quel point vois-tu un éventuel retour à 53 ans comme étant sérieux? Mais ces derniers jours, on parle beaucoup de Régis Lévesque qui est présentement dans une situation de fin de vie. Et Régis Lévesque est le premier qui a osé ramener des anciens se battre. Rappelle-toi à l'époque, il voulait emmener Clélou contre Oui. Frazier, veut faire ça à Montréal. Et tout le monde s'est moqué de lui tellement que ça nuit à sa carrière. Et aujourd'hui, on commence à faire des combats d'anciens. On a commencé avec Foreman qui a fait un retour. Et Foreman a très bien fait. Si Tyson est moindrement en forme, je regarde la compétition contre lui, je pense qu'il peut nous surprendre. Ah ben c'est bien, je ne m'attendais pas à cette réponse-là. Maintenant, question suivante. Les derniers épisodes de Last Dance sur ESPN nous montrent un Michael Jordan dominant et directif dans son vestiaire. De nos jours, excepté Tom Brady et King LeBron James, vois-tu d'autres athlètes ayant un tel ascendant ou une telle autorité sur ses coéquipiers? Mais sur les Américains, sur le gars, une formation qui gagne sur base régulière, il y a toujours un meneur au sein de cette équipe-là. Tu sais, je regarde les Yankees présentement, c'est ça qui manque. Les Yankees ont un excellent noyau de joueurs, mais ils n'ont personne pour se lever dans le vestiaire pour les emmener gagner. Des belles années des Expos, tu avais Larry Parrish, c'était le gars de se lever et parler, et André Dawson. Si je regarde aujourd'hui, je pense qu'il faut regarder sans aucun doute le carrière Wilson avec Seattle. Je pense qu'il joue un tel rôle. L'équipe a beaucoup à faire, c'est pas parce que tu gagnes pas le Super Bowl. Je pense que Wilson est aussi dominant que Brady. Oh, c'est bien. Maintenant, si la NFL devient la seule ligue majeure où le calendrier ne serait à peu près pas affecté par la crise, combiné au stunt publicitaire immense que représente l'arrivée de Brady et du Gronk à Tampa Bay, est-ce que ces deux éléments pourraient propulser la NFL à un sommet encore plus prononcé sur l'ensemble des sports professionnels? Non, je pense que Brady, son premier match, va être écouté d'une façon incroyable. Je pense qu'il va y avoir des cotes spectaculaires et à fond Drew Brees. Alors, déjà 2 quarts arrière légendaires et le retour d'un joueur. Mais le fait Brady va dépendre des victoires. Si son équipe se met à gagner, on va le suivre. Mais si l'équipe ne gagne pas, au loin. Pourquoi que Manning, quand il est allé avec Denver, pourquoi il a eu tellement de succès, surtout de suivi, c'est parce que son équipe a gagné. C'est rendu au Super Bowl. Alors, ça va être ça, la légende de Brady. Son premier match, des cotes incroyables. Oui. Et ensuite de ça, tout dépend s'ils vont gagner ou perdre. S'ils sont sur une séquence de victoires pendant la saison, soyez pas inquiets, ça va tout revenir sur Brady. Ah, j'ai bien hâte. On va parler baseball maintenant, mon cher Roger. Un commentaire sur les ligues majeures de baseball qui sont passées il y a quelques années plutôt de 50 à 40 rondes de repêchage. Et cette fois, en vertu de la crise mondiale, on est passé de 40 rondes de repêchage à 5 et le fait aussi que pas plus de 20 000 maximum peuvent être offerts aux non-repêchés. Quelles répercussions vois-tu dans tout ça? Je trouve ça de valeur, complètement de valeur, que l'association des joueurs, encore une fois, veut garder de l'argent pour les joueurs des majeurs. Ça, je trouve ça dégueulasse.
Cet argent-là allait aux jeunes. C'était le développement du baseball et on vient de faire mal au baseball sans aucun doute. Les autres sports vont en profiter. Le football, le basketball vont profiter justement de ça parce qu'au baseball, tu es synchrone. Pourquoi synchrone? Où va aller cet argent-là? Cet argent va dépenser où les salaires des joueurs. C'est ça que je trouve malheureux. Oui. C'est que l'association des joueurs n'a jamais accepté que nos jeunes joueurs aient touché beaucoup d'argent dans leur signature de boni. Et ça, je trouve ça très malade. Avec toutes sortes de rumeurs, de scénarios sur l'avenir du système des ligues mineures de Major League Baseball, c'est quoi ton impression? On va couper pas mal de 40 ligues cette année. Ouais. C'est beaucoup ça. C'est les ligues d'été qui vont subir justement le cas. L'équipe à Burlington, l'équipe de Jamestown, ces joueurs-là de première année vont aller où? Ça veut dire, si vous voulez me demander à moi, ça veut dire que les collèges vont devenir de plus en plus importants et seulement des bons joueurs. Ouais. Il y a des joueurs qui sont développés à retard, n'en profiteront pas. Roger, un peu d'histoire, tiens. Ron Blomberg fut le premier frappeur désigné en 1973 au match d'ouverture à Boston. Le premier joueur juif dans l'organisation des Yankees. Ah, ben tu me l'apprends. Dans une défaite de 15-5, ça a été le premier à être DH, frappeur désigné. Avec un calendrier raccourci et compressé, ne serait-il pas le temps d'instaurer définitivement le DH? Hier, j'ai fait le commentaire à Salut Bonjour, puis j'attendais que tu en parles aujourd'hui. Je pense que c'est le début pour le frappeur de choix sur le base de permanence. On va voir ça sur le base de permanence dans le baseball majeur, sans aucun doute. C'est parce que ça rend le jeu plus spectaculaire. Ah, c'est bien. Alors, je pense que le frappeur de choix va être inséré pour l'année 2021 sur une base régulière, mais on a des négociations avec l'association des joueurs. On va rester dans la nostalgie. Est-ce que la rotation de partant des Orioles de Baltimore, avec 4 gagnants de 20 victoires, représente à tes yeux la meilleure rotation que tu aies vue à l'œuvre? Je vais te les nommer les 4 dont tu te rappelles. Mike Cuellar, Pat Dobson, Dave McNally et le dernier à atteindre 20 victoires au mois de septembre fut Jim Palmer. Est-ce que c'est la meilleure rotation que tu aies vue à l'œuvre? Pour une saison. En 1971, oui. Ça, je dis pour une saison, oui. Oui? Mais pas la meilleure de toute l'histoire du baseball, mais cette saison, tu ne peux pas penser à ça de 20 victoires. Et si tu dis dans l'histoire du baseball, non. Mais dans une saison, tu ne peux même pas te rapprocher. Tu ne peux même pas te rapprocher de trouver une rotation de lanceurs aussi efficace. Impossible. Ben ça, je suis d'accord avec toi. Parce que si tu regardes, tu dis, OK, tu fais le tour des Yankees avec Guidry et la gang, si tu regardes ce nombre d'années, c'était meilleur. Mais les Orioles, cette année-là, ont été excellents. Mais après ça, ces lanceurs n'ont pas fait grand-chose. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 71, ils ont été surpris par les Pirates de Pittsburgh et n'ont pas remporté la Série mondiale. C'est bien ça. Mais c'est pour ça que quand tu regardes la rotation des lanceurs, tu sais, je dis toujours, pour une journée ou une saison, le gars peut être exceptionnel. Mais ce qui peut l'être tout le long de sa carrière. Oui, c'est ça. C'est là. Tu sais, tu parles de Brady Anderson, qui a fait 50 coups de circuit avec les Orioles. Dans une saison, j'aurais été bien joueur après. Pour ça, il faut que tu regardes l'ensemble de la carrière. Mais si tu vas sur une saison, cette saison-là des Orioles, elle ne sera jamais remplie. Pourquoi ça ne sera jamais répété? C'est parce que dans le baseball d'aujourd'hui, tes lanceurs n'en se passent de manche. Oui, c'est ça. Roger, te connaissant non nostalgique, durant ce confinement, est-ce que les reprises sur les différents réseaux de vieux matchs canadiens nordiques suscitent encore un intérêt pour toi? Je pense que ce que je trouve intéressant, ça donne la chance à des jeunes de découvrir qui étaient les bons joueurs. Je pense que les jeunes vont commencer à comprendre comment est-ce qu'était bon Robinson, comment est-ce qu'était bon Gainey, Hunter, Goulet, ces joueurs-là, les joueurs de chez nous. Quand tu regardes d'ailleurs, tu vois les autres joueurs jusqu'à quel point ils étaient bons, mais robuste. Le jeu était tellement robuste. Le joueur d'hockey d'aujourd'hui ne pourra pas jouer à cette époque-là. Ouais. Impossible. Parce que si tu regardes les matchs d'hockey, ce soir, on continue encore avec la série 86. Je pense que dans un match, les athlètes, il y a au moins 50 pénalités qui sont pas des hommes. C'est tellement vrai. Dans l'hockey d'aujourd'hui, au moins 50. Ben oui. Mais si tu regardes de côté, un joueur qui est devant le filet, c'est aussi bien. Oui, c'est d'avoir ça toujours la paire avec un coup de hockey. Et ça faisait partie du jeu. Le joueur de hockey est plus vite aujourd'hui que l'espace, là. Mais je persiste à dire, si tu avais l'espace à ces joueurs-là, à ce temps-là, ça allait être aussi vite. Roger, le temps nous presse. En une phrase, c'est quoi ton message d'espoir aux gens par rapport à la crise? Profitez des beaux moments que vous allez partager avec votre famille. Partagez ça.
et jamais l'oublier. Roger, stay sane, great stuff, and thanks as always. See you next time. Au plaisir. Vous savez, s'éloigner de tout rapproche de l'essentiel, et parlant de l'essentiel, vous êtes déprimé ou quelque chose ne tourne pas rond, normal avec le rythme de la vie d'aujourd'hui et la crise que nous vivons. La clinique de psychologue de Repentigny peut vous aider. D'excellents psychologues ou thérapeutes en relation d'aide vous attendent. Et maintenant, un système de téléconsultation en ligne est disponible et nous répondons dans les meilleurs délais avec nos professionnels en santé mentale. Prenez rendez-vous sur le site cliniquedepsychologue.com dans la section téléconsultation. Besoin d'écoute et de parler, conflit de travail, difficultés à la maison, un deuil difficile, la gestion du stress et des émotions sont des situations que nous allons tous vivre un jour ou l'autre. Et n'oubliez pas, consulter ne veut pas dire maladie mentale. Donc, vous êtes à bout de souffle et vous désirez reprendre votre mieux-être en main. La clinique de psychologue de Repentigny, située au 293-293 boulevard Lacombe à Repentigny, c'est l'endroit pour vous. Dans le 514, c'est le 813-2986. Maintenant, parlant de fiabilité et d'expertise, comme vous le savez, trouver de la bonne main-d'œuvre de construction de nos jours, c'est plutôt difficile. Et pour en louer, c'est encore plus difficile. Donc, les habitations Douglas Leblanc, c'est ce qu'on vous offre. Location de main-d'œuvre de construction, que ce soit pour un jour, une semaine, un mois ou à l'année. Douglas Leblanc, c'est votre homme, commercial ou autre. Dans le 514, c'est le 996-0532. Les habitations Douglas Leblanc. Maintenant, mon deuxième invité, plusieurs fois champion canadien en taekwondo, un expert des sports de combat. Il a un grand vécu dans le domaine. Il est bien connu dans le monde du sport. Je vous présente Monsieur Michel Labonté. Bonjour Michel. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Content d'être ici, je te remercie. Tu as l'air en grande forme. Ouais, ça va bien. Ma première question, on va y aller en deux parties. On va commencer par ton parcours professionnel et amateur. Est-ce que 1969, ça te paraît loin? On dirait que c'est hier. Ah, On j'aime dirait ta que c'est réponse. hier. Je pense que ça fait 50 ans. Ben oui, c'est incroyable. On dirait que c'est hier. Pour vrai, je me rappelle de mon première fois que j'ai rentré dans les gymnases de ma vie. Ah Comme ouais? si c'était hier. Ah oui. Ben, ça, c'est bien. Mais tes débuts, justement, parlons-en, ça s'est fait où, ça? Où est-ce que tu as développé cette passion-là du combat? C'est que je suis devenu. Comme ça, je suis un protecteur. J'ai tout le temps protégé ma famille, j'ai protégé mes frères, protégé mes soeurs. À l'école, je protégeais les moins forts, puis j'étais moins fort qu'eux autres. OK. J'étais un protecteur, j'ai tout le temps dit que je faisais de la boxe. OK. Parce que mon père va devoir boxer, ou je devais faire de la boxe, devenir un boxeur. Mais il n'y avait pas de gymnase dans le coin, puis il y avait des gymnases d'arts martiaux, puis j'ai commencé à faire des arts martiaux. En 1969, j'ai été à l'école de la caserne, fait du canpo avec Denis Langlois. OK. Puis de là, j'avais des amis qui s'entraînaient avec nous autres, qui étaient tous un petit peu plus vieux que moi, puis tous un petit peu plus forts que moi. Fait que j'ai été une fois ou deux, puis ça, j'ai changé d'école. Puis je me suis dit, mais j'avais l'année prochaine, vous ne me brossez plus. Ah, c'est bien, ça. Puis là, je me suis entraîné dans l'autre école pendant un an de temps. Puis je suis revenu en 1970 à la caserne. Puis éventuellement, je suis passé à la ceinture noire avec Maître Chong Li. Pourquoi les arts martiaux, et disons, comme tous les jeunes de cette époque-là, pourquoi pas le hockey? Qu'est-ce qui a fait que toi, tu es tombé en arts Quand martiaux, j'ai en sport de expliqué au combat? commencement, j'étais un petit tough. OK. Là, je suis allé dans Maisonneuve. Bon. Je me laissais pas chaler, je me laissais pas barber, mais j'étais tout petit, puis j'étais mince, puis j'étais pas Ouais, fort. c'est ça. Tu étais un J'étais petit pas à fort. l'école. Fait que j'étais allé des coups de bâton sur la tête de disons que t'es plus grand que moi. C'était ma prochaine question. Étais-tu un petit qui était gêné ou un leader en groupe à 10 ans? Non, j'étais un petit, j'étais un individuel, j'étais tout le temps dans mon coin, puis Ok. je défendais tout le temps ceux qui se ramassaient en gang, qui attaquaient les plus faibles, je défendais tout le temps les plus faibles. OK. Tout le temps, puis aujourd'hui, ça a l'air comme. Ouais, c'est pas super, mais quand à l'école, à ce temps-là, quand tu doublais l'année, là, tu doublais l'année. Ouais, c'est ça. Quand tu doublais deux fois, tu doublais deux fois. Quand tu arrivais au secondaire, au début du secondaire, j'avais 13 ans, celui qui avait doublé deux fois, il avait 15 puis 16. Ah, fait qu'il en profitait, lui. Deux mondes différents. Il était moins intelligent, mais il était plus fort. Ouais, mais 13 puis 16, là, c'est deux mondes différents. Aujourd'hui, 48 ou 51, ça change pas. C'est ça. 13 et 16, c'est deux Ah, mondes ben oui, différents. ben oui. Puis moi, j'ai décidé que même si on 13 puis 16 puis 17, c'était moi qui t'ai contrôlé l'affaire, pas eux. Parle-moi maintenant, ça, hors d'onde, c'est un détail qui m'a bien impressionné. Parle-moi du Madison Square Garden. Comment tu y as accédé, cet épisode de ta vie qui est bien intéressant? La première fois que je me suis battu au Madison Square Garden, j'avais 15 ans. OK. J'étais ceinture verte. Je m'entraînais à la caserne. Puis on avait reçu une invitation pour participer à un tournoi au Madison Square Garden. Personne n'y allait. Fait que moi, j'ai décidé d'y aller. Et puis à 15 ans, avec mon kimono enroulé, avec ma ceinture verte roulée après sur mon épaule, j'ai sorti du pont Jean-Cartier, fait du pouce. Je me suis allé à New York sur le pouce. Un gars qui veut. Un vendredi soir. Ok. Un vendredi. J'ai couché dans un parc vendredi soir.
Samedi matin, je me suis inscrit au tournoi. OK. Je me suis battu 9 ou 10 combats le samedi. J'étais junior, 15 ans. Puis je me suis inscrit senior. Je ne me suis jamais battu senior. Puis là, le tournoi finissait le lendemain pour les finales. OK. J'ai couché dans le parc. J'avais, je pense, 12 piastres dans les poches. Ben oui. J'ai couché dans le parc. Le lendemain, je me suis présenté. J'ai fait les 3 combats en finale, le quart de finale, la demi-finale, la finale. Puis j'ai gagné les médailles d'or. Le championnat de Benoît. C'est là que M. Chuck Norris est venu me voir. Ouais, je voulais justement t'en parler de Chuck Chuck Norris. Norris est venu me voir, il me donné la main. Puis Il t'a dit, c'est la première fois que je vois un junior s'inscrire des seniors pour gagner. ah, c'est le fun, ça. Félicitations. Ouais, je suis content. Mais dans ce temps-là, Chuck Norris, c'était pas le Chuck Norris qu'on connaît. Parce qu'à ces années-là, lui, il était déjà champion des États-Unis, mais il n'a pas fait ses jeux avec C'est le ça, Bruce il n'avait Lee. pas encore une carrière d'acteur. Non, on ne le connaissait pas encore à ce temps-là. Mais ça reste que c'est Chuck Norris pareil. C'est quoi l'aspect le plus difficile entre les rangs amateurs et le professionnel, la grosse différence? Ben, en taekwondo, il n'y a pas de professionnel. OK. Mais disons en boxe. En boxe. C'est deux sports différents parce que tu as bien des amateurs qui réussissent Ouais. puis qui font rien avec sa même professionnelle. Puis tu as d'autres amateurs qui sont pas si bons que ça puis qui réussissent pas vrai. Je te donne un exemple. Tommy Hearns, Ouais. il y a une défaite des amateurs. Ouais. C'est contre Nicky Forlano. OK. Un mesure 5 pieds 1, l'autre mesure 6 et 4. Ouais, c'est ça. Puis quand ils sont venus pro, ben, Forlano, il était bon, Mais Tommy est devenu un champion du monde. Michel, je vais t'envoyer une blague. Est-ce que le bonhomme est encore capable de lever la patte? Moi, quand même, mais oui. Oui, hein? Oui, je suis pas pire. Je m'entraîne encore. T'es encore le genre de gars qu'on ne veut pas rencontrer dans une ruelle, finalement? Finalement, moi non plus, je veux pas que tu me rencontres une Ok. nouvelle pour les deux, là. OK, c'est correct. Quand du vieux tombe à la terre, puis la terre. Question suivante. Tu as vu plusieurs combattants, que ce soit en boxe ou en arts martiaux. Des très bons, des moins bons. Qu'est-ce que ça prend pour faire un bon combattant? Ça prend de détermination. OK. Ça prend beaucoup de Le détermination. désir. Ça prend. Il y en a qui disent non, ça prend de la violence. Faut que tu sais violent. Ben, c'était une de mes questions. Il faut que tu sais violent. OK. Faut que tu sais violent. Tu donnes pas le coup de poing au gars, puis tu vois que tu as fait mal. Puis tu prends plaisir à ça. Moi, le survenir pour pas y faire trop mal, puis tu rentres dedans, puis tu fais lâcher, puis tu tombes à terre. Ouais, c'est ça. Puis même amateur, tu sais, quand le monde ils disent, là, pour vrai, le monde dit, moi je m'en vais dans les tournois, moi je suis battu partout à travers le monde. Je suis battu partout à travers le monde. J'ai 7 médailles d'or dans les tournois internationaux, dont j'ai gagné 2 fois l'US Open, en plus. Puis quand on s'en va à Suriname, quand je me suis battu, je me donne un exemple, je me suis battu aux Jeux panaméricains dans la ville de Paramaribo à Suriname, on s'en va là, vous voyez, c'est pas dans le possible. En réalité, on s'en va se battre. Ben On oui, va se battre, on rentre 2 gars dans l'arène. c'est ça. Le gars en avant de toi, là, tu l'as jamais vu, tu ne le connais pas, tu sais pas qui ce qui est, mais une chose tu sais, c'est qu'il est bon, là, parce que c'est le meilleur de son Puis pays. lui, il veut ta peau. Puis lui, il veut te faire mal. C'est ça. Fait que tu t'en vas te battre, là. Faut que tu aimes te battre. C'est-tu plus une question physique ou mentale, le sport de combat? C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. Parce que t'auras beau vouloir, si t'es pas en forme, ben, tu vas manger la faut que tu sois raclée. absolument C'est ça. physique numéro 1. Surtout le sport de combat. Parce que le sport de combat, là, c'est à part de ceux qui font des sports d'équipe. Tu sais, moi, quand tu joues au hockey, là, Ouais. tu perds. Non, non, c'est ça. Tu joues au baseball, tu perds. Là, tu perds, tu fais Christophe une volée. T'as cassé le nez ou... Si t'as fait le gars il essaie de te faire mal, de faire arracher une dent, qu'on sent mon choix, 2 côtes de casser, C'est parce ça. qu'il faut que tu sois prêt. Rendu à un certain niveau, quelle est l'importance de l'entraîneur? Très important. Très, très important. Parce que tu as l'entraîneur, le gars qui sait entraîner, qui sait comment te mettre en forme, qui sait te faire ça, puis il dit OK, tu es en forme, tout. Mais il ne connaît pas tes aspects de force physique, tes faiblesses, puis comment améliorer les petites virgules, puis le petit point virgule sur l'autre côté. C'est là. bien dit, ça. Puis ça prend quelqu'un qui est capable d'aller chercher ces petites affaires-là. Les petits détails font la différence. Il y a une grosse différence. La grosse différence. Quand tu arrives en bas, ça va bien, mais quand tu arrives en haut de la pyramide, là où tu rencontres les meilleurs, c'est le petit Ouais. détail qui fait la C'est différence. bien dit. Quelle différence notable vois-tu en sport de combat avec il y a 30 ans? Si on fait une comparaison aujourd'hui Moi, et j'ai tout le temps passé. dit, là, comme par exemple, on recule de 35-40 ans, tu avais de la boxe. Oui. On te donne des coups de poing sur la gueule. C'était fun. Là, on voulait mettre quelque chose de plus, pour attirer d'autres choses. On fait du kickboxing. Là, on est rendu qu'on se bat dans les cages. Là, les gars vont dire des coups de pied, des coups de poing. Là, OK, on fait ça. Là, après ça, on va en mettre un petit peu plus. Là, rendu des coups de pied, des coups de poing, des coups de coude, des coups de pied, des coups de genoux. Quand tu tombes à tête sur ce gars, tu l'étouffes. C'est ça. Mais c'est quoi la prochaine étape? On prend un partenaire pour lui donner au lion? Ça n'a pas de bon sens.
Ça n'a pas de bon sens. Avant de prendre une pause, question philosophique. Pour ou contre les bagarres au hockey? Toujours quoi? Pour ou contre les bagarres au hockey? Moi, je suis pas. Tu penses pas? Est-ce que tu penses que ça va changer? Parce que là, il n'y en a presque plus. Il va en avoir de moins en moins. Puis il y a moins de monde qui regarde le hockey. Ouais. Tout le monde dit oh, ça n'a pas de bon sens, des bagarres au hockey. Puis quand il y a une bataille, tout le monde en parle. Le stade est debout et il crie. Ah oui, l'humain, c'est l'humain. C'est ça. Si tu me permets, je vais prendre une pause pour parler avec enthousiasme d'un nouveau partenaire ici sur la zone de vêtements sport et classiques. Situé au 148 Notre-Dame à Repentigny. Beaucoup de choix. Salutations au propriétaire John. Une super belle boutique, comme je vous le dis, la zone de vêtements sport et classiques sur Notre-Dame à Repentigny. Beaucoup de marques de choix au meilleur prix. Je vais vous en nommer quelques-unes, soit Gasp, Better Body, Riderwear, Gorilla Wear, Labella Mafia et les bottes d'entraînement Automix sont disponibles sur place. Je vous donne le numéro de téléphone parce que ça va rouvrir très bientôt dans le 450, c'est le 654 11 13. Et sur le web, c'est www.lazonestyle.com. Michel, tes conseils aux débutants, ça serait quoi? Mes conseils aux débutants? Oui. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes qui veulent faire du sport de combat? C'est une bonne affaire. OK. C'est bon parce que c'est autant mentalement que physiquement. Puis c'est ce qui est bon quand tu as du sport de combat. Je ne sais pas, moins pour la boxe, mais surtout dans les arts martiaux, je vais parler. Le petit gars qui arrive au gymnase, comme moi quand j'étais au gymnase, j'avais 13 ans, une tête blanche, chaud, je mec. Puis là, je vois un gars qui est ceinture brune, l'autre qui est ceinture noire, puis il vient me voir, puis il me salue, il me respecte. Oui, c'est ça. Il me respecte. Fait que tu apprends à respecter le plus fort, mais tu apprends aussi à respecter le plus faible. Oui. Et à te connaître à travers ça. À te connaître à travers ça, sans te laisser manger la laine sur le dos. Maintenant, le conseil que tu donnes aux aspirants champions, ceux qui sont rendus sur la coche, là, s'ils sont presque des champions, tu dis c'est quoi qu'il faut évaluer là-dedans pour arriver justement au championnat? Faut que tu aies confiance en toi. Faut que tu sais non arrogant. OK. Humble. L'arrogance joue contre toi. Ben oui, tu motives l'adversaire premièrement. Mais premièrement, tu réveilles une autre. C'est ça, au gars, mon c'est pas bon. C'est ça. Tu le réveilles. T'as battu un pas bon. C'est fun. Ah oui, exactement. Si tu t'abattes, t'es fait battre par un pas bon. C'est bon. Bon. D'accord avec moi, peu importe le contexte, c'est presque toujours l'agresseur qui gagne. Oui. Que ce soit une bagarre de rue, dans un bar, que ce soit dans un ring, de ce que j'ai vu, moi, dans mon vécu, celui qui est agressif, qui agresse, 9 fois sur 10, c'est fait. Sauf si l'agressé, c'est quoi faire. Ouais, c'est ça. Ce qui est rare aussi. Ce qui est rare. C'est ce qui nous arrive souvent à nous autres, du monde du sport. Parce que quand tu sors, tu fais les rôles, tout le monde peut moi, le boxeur, moi, le de lui, moi, lui, moi, oh, ouais, c'est ça. Mais c'est eux autres, après ça, qui entendent l'arbitre, puis il faut faire, qui se réveille. On va y aller maintenant avec ce que j'appelle les questions rafales, des questions peut-être avec des réponses un peu plus courtes. Le meilleur de tous les temps en boxe, mondialement et au Québec, que toi tu as vu dans tes préférences, c'est qui? Mohamed Ali. OK, puis au Québec? Arturo Gatti. Pour quelle raison? Sa fougue? Sa fougue, sa détermination, sa rage. Ouais, ben oui, c'est vrai. Moi, t'as vu le gars, tu se faire une équipe, 5-6 fois le tapis, puis s'enlever, puis gagner le combat avec une arcade ouverte comme ça, puis il supplie le médecin par aller à la bataille. Oh, ouais, très peu. En arts martiaux maintenant? Moi, en arts martiaux, j'avais Daniel Richer. Je pensais que tu m'aurais dit moi-même. Bill. Non, je pense que tu aurais dit toi. Pas vraiment. Mais moi, je suis surpris que quand je me voyais, je montais, je gagnais, puis j'étais bon, parce que je gagnais partout. C'est ça. J'étais surpris que le monde me connaisse, puis que le monde me trouvait bon. Parce que le monde me trouvait ordinaire. Ben, tu faisais peut-être pas ça non plus pour la reconnaissance. Toi, tu aimais ton sport. Même des fois, j'allais des places, le monde disait « Ah, c'est Michel Lamontagne, Michel Lamontagne. » Oh, c'est ça qu'il me connaît, lui. Ben oui. J'étais surpris que le monde me connaisse. L'avenir du sport de combat au Québec, selon toi, ça va bien ou ça allait bien? Ça se détériore un peu? Ça allait bien, ça se détériore. Avec ce qui se passe, là, je pense que ça va donner un gros coup où ce qu'on va en avoir pratiquement plus. Parce que Tomo voulait faire des cartes, pas de spectateurs, juste les caméras. J'ai regardé une carte justement de 2 jours, 3 jours de MMA, pas de spectateurs. Ouais. C'est plate. Ben oui, c'est sûr. J'ai pas écouté le combat complet. Non, c'est sûr. Je demandais, je revenais. Pour autant, pour les fighters. Ouais. C'est quoi l'avenir du sport de combat dans une société qui prône de plus en plus la non-violence? Comme je viens de dire, de moins en moins, ça va finir par disparaître. Est-ce que l'homme du futur va encore payer pour voir 2 personnes dans un ring tenter de se faire une commotion cérébrale? Toujours. Toujours.
Parce que le côté animal... Voilà, le côté animal, c'est comme qu'on parlait tout à l'heure au hockey. Personne, tout le monde dit que ça n'a pas de bon sens en bataille, mais quand il y en a une, tout le monde parle juste de la bataille. Qui a gagné, qui a perdu. Maintenant, on va parler des influences sur ta carrière. Qui t'a plus influencé à titre de coach, d'entraîneur? Comme entraîneur, oui, celui qui vraiment, là, il t'a apporté beaucoup. Maître Chong Li, comme entraîneur. Ton premier? Non, j'ai eu Denis Langlois en premier, puis ça j'ai eu Pierre Soulière, puis ça Michel Lamarche, puis je suis venu avec Maître Chong Li. Moi, Maître Chong Li, c'est le meilleur entraîneur que j'ai connu. Mais, pauvre homme de coin. Il l'a pas vendu. Ah non? Il l'a pas vendu. Il est pas bon communicateur? Une fois dans le coin, il m'a même dit, là, je te le dis, là, je te prends le battre, puis j'ai jamais ça dans le coin, puis ça n'a pas bien été, ce rôle-là. Puis il me dit, oh, gee whiz, Michel, I don't know what to tell you, just make sure you win. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? I don't know. Maintenant, c'est probablement le meilleur entraîneur au monde parce que l'école Chong Li par elle-même, dans la World Taekwondo Federation, dans leur journal publié de 1978 à 1979 à peu près, jusqu'en 1989, ils disaient que l'école Chong Li à Montréal était école par école la meilleure école au monde. Ah, c'est bien. Maintenant, l'influence d'un athlète qui t'a précédé sur toi, ce serait qui? Daniel Richer. OK. Pour quelle raison? C'était comme le meilleur des meilleurs à l'époque. C'était un Québécois, c'était un Canadien d'expression française. Puis quand j'ai commencé, il était déjà ceinture noire, il était déjà champion canadien. Puis il y avait une équipe avec l'école Chong Li qui défiait pas d'autres écoles, il défiait des continents. Il défiait l'Europe. Il y avait un gars de la France, un gars de l'Allemagne, un gars, puis il a fait un tournoi sans pas le sauver, puis il raflait les affaires. Il manquait pas de confiance en lui. Non. Maintenant, des blessures majeures dans ta carrière? Parce que tu vas parler de ta cheville. J'en ai eu deux. Tu as combattu malgré une cheville brisée, c'est ça, hein? C'est vrai que tu racontes ça. Ça, c'est ma plus grande déception que j'ai eue parce que c'est en 1979, j'arrivais d'un tour. J'ai gagné le championnat canadien. Après ça, j'ai fait un tournoi au mois d'août au Moyen-Orient, un tournoi au Moyen-Orient. Puis au mois d'octobre, je me battais au championnat du monde à Sindelfingen en Allemagne. Puis à ma deuxième ronde, je me suis fait mal à la cheville. Puis le gars était plus gros que moi, il était plus fort que moi. Puis la première ronde, j'ai essayé de défier avec la force, mais il était plus fort que moi. Puis j'ai comme. La première ronde, je disais que c'était lui qui avait gagné. La deuxième ronde, j'ai utilisé une tactique différente qui semblait vouloir marcher. Puis j'avais un plan pour la troisième ronde, mais je me suis fracturé la cheville à la deuxième ronde. Puis quand j'étais dans le coin, tu voyais qu'il était fracturé. Mais. Sur l'adrénaline. C'était ce combat-là qui décidait si j'avais une place sur le podium ou pas. OK. J'ai dit, on va faire la troisième ronde, on va le faire de ma manière. Les gars, ils ont dit, non, je vais le faire de la troisième ronde. Ils m'ont mis un esprit pour me geler. J'ai fait dans la troisième ronde, j'ai perdu une décision partagée. Puis ça, c'est une déception parce que j'avais été le premier Canadien à monter sur un podium au championnat du monde. Mais c'est pas de ta faute. C'est pas de ma faute, mais c'est pas lui. Maintenant, je vais y aller, le temps nous presse, avec les dernières questions. Une phrase pour répondre. Lequel des personnages que tu as rencontrés t'a le plus impressionné et pas nécessairement un combattant ou une vedette sportive parce que tu es connu et tu as connu beaucoup de gens? Ce serait qui t'a vraiment impressionné? Jean Drapeau. La mère Jean Drapeau. Par sa détermination? Par sa détermination, puis la façon qu'il s'est approché de moi. Je l'ai gagné le championnat canadien, je m'en allais au championnat du monde, puis Pierre Laurent, qui était le vice-président du comité d'exécution de Montréal, qui le connaissait, puis il me connaissait, puis il m'a amené à l'hôtel de la ville, le président de Jean Drapeau, puis il m'a surpris parce qu'il me voit comme. Il était content de me voir. Hey, bonjour, oui, il m'a parlé de toi, il t'a dit, ben tu pourrais battre une armée. Peut-être pas une armée, là. Ah, c'est bien ça. Ça m'avait impressionné. Sincèrement, c'est quand la dernière fois que tu t'es battu, que ce soit dans un bar ou dans un ring? Le mois. OK. Je vais rester poli, je te l'ai dit. Il y a un mois, puis tu là pourquoi, là? Dis-moi pas dans un bar? Dans la rue. Ah. Je m'en vais avec mon chien. Dans mon village, je m'en vais avec mon chien. Qui va se tasser pour faire la distanciation? Non, je m'en vais avec mon chien sur la rue, il y a un gars qui sort d'un restaurant, et puis il m'a dit, vous-tu? Moi, je regarde le gars, vous-tu? Il dit, tu le prends avec, ça vient avec moi, ils sont du moins. Oh, il n'y a pas de problème. Ça me tente plus de me tomber. Non. Hey, pour vrai, la police s'en est mêlée, pis tout. C'est pas des jokes, carré. Mais il est mal tombé. Avant-dernière question, comment expliquer ce petit quelque chose que les champions semblent avoir? Certains disent l'aura. C'est quoi qui ont ces champions-là de plus que les autres? C'est pas juste une question de charisme? Non, ils ont le talent. Faut que tu aies le talent. OK. Ils ont le talent pour. Ils ont le talent. Dernière question, ça va bien, c'est bien intéressant. Le cliché du boxeur ayant mangé de la merde toute sa vie, qui a escaladé marche après marche pour arriver au succès, style Rocky Balboa.
Est-ce qu'on a dépassé ce cliché-là ou c'est encore ça? C'est encore ça. C'est encore ça. Parce que t'en as un sur 100 000 qui fait de l'argent. Ah, c'est ça. Il y en a 999 000 qui dans le chenoute, là. Puis quand tu te bats professionnel, tu deviens professionnel, tu te bats pour 300 $. Ouais, c'est ça. Faut que t'aimes ça. Faut que t'aimes ça. Bien, Monsieur Michel Labonté, merci de cette présence à l'émission. Tu pourras revenir à un moment donné. Ça a été bien intéressant. Je te trouve vraiment sympathique. Puis je te remercie de m'avoir invité, puis c'est le fun d'être ici. Ben, t'es Merci gentil. Je pense que tu es un nouvel ami de l'émission et de moi aussi. Merci d'être ici. Mais on salue les spectateurs, merci beaucoup d'être là. C'est si simple, n'oubliez pas 3 mots, comment ça va, appelez un ami, appelez quelqu'un, par les temps qui courent, c'est très important. Je vous rappelle également Bâton Rouge Live la semaine prochaine qui fait référence au fameux restaurant de la Chenay. N'oubliez pas, quand on parle de bons repas, d'atmosphère chaleureuse, il n'y a rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût, mais il n'y a pas que la viande rouge au Bâton Rouge de la Chenay, le menu est complet. Je vous donne l'adresse qui est le 1400 rue Yves Blais à Terrebonne. Le numéro pour les réservations, on va se le réserver pour la prochaine fois. Je vous rappelle aussi que la semaine prochaine, on aura une émission spéciale sur la situation de la femme en 2020. Nous aurons 3 intervenantes en studio. On s'en promet toute une, ça va être bien intéressant. Et comme vous le savez, je vous le dis souvent, chaque semaine, la marinade Repentigny, elle nous manque. Pour sa nourriture, pour son ambiance, on sait que c'est un endroit qui se démarque beaucoup par sa musique, la qualité du personnel, la gaieté, la stabilité, la bonne humeur qui s'y dégage. Mais n'oubliez pas, ça ne sera que plus magique quand nous pourrons y retourner. Et le jeudi, comme vous le savez, il y aura disponible les cours de danse tout à fait gratuits, country pop donnés par Nathalie Pelletier. Quand on parle d'ambiance et pouvoir se faire des amis le jeudi dès 19 h, c'est vraiment l'endroit. En terminant, salutations à Samoto, un garage dont la réputation n'est plus à refaire. La confiance règne, le travail est bien fait, le respect du client, beaucoup d'explications sur place, de longues années d'expérience. J'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Samoto, situé au 1133 Notre-Dame. Sur ce, merci d'avoir été des nôtres. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.